Xavier, selon toi? Dans ton cul. Il y a quelqu'un qui la bouscule, qui se retourne, et elle se retrouve face à face avec Xavier. Et il serait actuellement en Asie, d'après les informations retrouvées par Aquababe. Et il m'avait dit, ouais, si un jour je dois changer de vie, j'irai à Alpine au Texas. Il faut que la justice s'inquiète un peu plus des éléments qu'on a trouvés. J'ai connu Xavier et j'ai connu Xavier pendant des années. Si jamais vous êtes vivant, monsieur Xavier Dupont de Ligonnès, accepteriez-vous que je devienne votre avocat? Xavier de Ligonnès, c'est pour ça que cela fascine, c'est notre humanité. Choc Bar, et vous vous coucherez moins tocard. Bonjour à tous, je suis très heureuse et voire même un peu émue de vous accueillir dans ce tout premier épisode de Choc Bar, le podcast qui, je l'espère, deviendra votre podcast préféré ou du moins votre kink intellectuel non assumé préféré. Le concept est simple, des interviews croisées, des clashs d'opinions et surtout du divertissement. Comme le veut le slogan, que vous vous couchez un peu moins tocard qu'hier soir. Que vous fassiez gentiment secouer le ciboulot et aussi que vous vous tapiez des barres, d'où ce nom sublime, Choc Bar. Alors pour les boomers et autres has-beens en tout genre, Choc Bar en langage Jones, ça veut dire être choqué. Voilà, mission accomplie, dès l'intro, je vous apprends quelque chose. Ici, on va donner la parole à tout le monde, absolument tout le monde. Des stars comme des anonymes, des barjots du coin, comme des génies inaccomplis. Une place du village de zéro sur laquelle on va parler de tout, absolument de tout, sans filtre ni langue de bois. On va pousser les limites du multiverse avec des face-à-face plus tous improbables et what the fuck les uns que les autres, avec des débats entre des gens que vous n'auriez jamais imaginé dans la même pièce, même dans un rêve sous acide. L'ADA, octogone sans règles ou paralysie du sommeil, c'est selon l'imaginaire de chacun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une courte et subjective présentation de mon illustre personne. Je m'appelle Charlotte Florentin, chacha pour les intimes. Je me suis autoproclamée, néanmoins avec peu de contestation jusque-là, la journaliste la plus chaude lapine de tout Paris, notamment grâce à mes pages signées dans Playboy, Cholapin et Technica. D'ailleurs, en parlant de Playboy, des synthèses de chaque entretien seront disponibles dans chaque numéro du magazine. Aussi, j'aimerais chaleureusement remercier Maurice Renoma et toute son équipe pour nous prêter ces appartements ultra arty, une déco chic et choc et ultra perchée, finalement alignée à la DA de ce podcast, hashtag Machi Machi. Aujourd'hui, avec ce premier podcast, le but est clairement affiché, faire parler et réagir. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'une histoire qui secoue la France depuis maintenant plus de 14 ans, l'affaire criminelle la plus médiatisée de l'Hexagone, machine à fantasmes et spéculations en tout genre, et qui a alimenté des tonnes et des tonnes de bouquins, de documentaires, de films, etc. Je parle bien évidemment de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Un bref rappel des faits. En avril 2011, Agnès de Ligonnès et ses 4 enfants sont retrouvés morts sous la terrasse. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, est introuvable et il devient alors le principal suspect. Il a été aperçu pour la toute dernière fois le 11 avril 2011, sortant d'un motel dans le Var et équipé d'un étui à carabine. Depuis, un mandat d'arrêt international a été émis et malgré de nombreuses pistes et signalements, il reste introuvable comme volatilisé. Et cette affaire a très récemment été remise au goût du jour par l'influenceur Aquababe, connu pour ses scoops sur les célébrités, qui s'est lancé dans sa propre enquête version 2.0, une espèce de chasse à l'homme finalement. Et ça a plus que jamais relancé le débat autour de la question que tout le monde se pose, ou du moins que 40% des Français se posent, selon ChatGPT. Où se cache Xavier? Petit aparté, du coup, si ce podcast ne fait pas au moins 27 millions de vues, je rends mon micro. C'est justement autour de cette question centrale, donc où se cache Xavier, que va s'articuler le débat d'aujourd'hui avec 2 personnes qui ont marqué la médiatisation de l'affaire. À ma droite, Bruno de Stabenrath, ancien meilleur ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès, oui rien que ça, et écrivain à succès qui a notamment écrit le livre La vie impossible dans lequel il raconte son amitié avec Xavier et dans lequel il partage sa conviction que Xavier est vivant, planqué quelque part à l'étranger. Bonjour Bruno. Bonjour Charlotte. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, ravi de faire partie de ton premier podcast. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Bon, après avec Bruno, on se connaît, on aime bien faire des soirées mondaines ensemble, je suis en plus en logiciel. Donc Bruno, tu me devais bien ça quand même. Et alors la tenue de combat, c'est pourquoi? C'est parce que t'es prêt à balancer tes meilleures punchlines, c'est ça? Je vais affronter aujourd'hui l'avocat de Alibaba et les 40 000 monteurs. Un vrai scandale médiatique, un méga bullshit. Ça tire à balles réelles dès le début, ça promet. D'où la tenue de combat. Tenue de combat, défense spéciale. Ça promet. Ouais. À ma gauche, maître Tom Michel. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation également. Merci pour cette invitation, c'est un honneur de effectivement commencer ce podcast. Et j'espère que du coup tu te sens pas trop comme un rat de laboratoire vu que c'est un peu expérimental. J'aime l'expérimentation. T'as pas une tête de rat de laboratoire, un rat de laboratoire. Déjà pour être avocat à l'Aquababe, il faut aimer l'expérimentation. Exactement. Effectivement, donc je pense que j'ai bien choisi mon invité du jour. Alors du coup, vous partagez tous les deux. Faut partager tous les deux mon lit, non? Vous partagez tous les deux la même conviction, celle que Xavier est vivant. La question que tout le monde se pose, ou du moins comme j'ai déjà dit, 40% des Français se posent, où se cache Xavier? Bruno, à toi l'honneur. Dans ton cul.
Alors, mesdames et messieurs, breaking news, on sait enfin où se cache Xavier Dupont de Ligonnès. Il serait apparemment dans le cul de Charlotte Florentin. Voilà, Xavier, si tu m'entends, si tu peux en sortir, ça serait bien. Parce que ça expliquerait beaucoup de choses, notamment ma constipation chronique. Oh putain là. C'est à ce moment précis que Maître Tom Michel regrette d'être venu. Je pense que Bruno va tâcher d'être un peu plus peut-être sérieux. Sinon, je sens que Tom va faire un AVC. C'est pas non plus le but de cette première émission. Oui, mais Tom a une bonne tête, donc on va être gentil. Plus sérieusement, Bruno, où se cache Xavier selon toi? Tu dis dans ton livre que Xavier a toujours une fascination pour les États-Unis. Après toi, en fait, il serait vraiment allé vivre son petit American Dream. Non, mais c'est plus qu'une fascination. C'est-à-dire qu'il est allé une trentaine de fois. C'est un pays qui est très bien. Il parle la langue et il sait que la bombe peut disparaître. Donc c'est uniquement un côté pratique. Quand il a commis ces assassinats, il s'est dit où je vais fuir. Les States, quoi. Oui. Non, puis demain, il se fait arrêter par la police américaine parce qu'il fait un excès de vitesse. Ils vont pas le passer au fichier. À mon avis, il a un faux passeport. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il est allé chercher dans le sud. Tu sais, il a dû récupérer un passeport. Et je suis toujours sur la ligne d'une famille qui n'a jamais voulu témoigner pour pas être dans les médias. Une famille de Nantes qui louait une maison au Ligonnès, à Pornic, dans les années 2000. Donc il se souvient très bien de Xavier puisqu'il le voyait tous les mois avec les enfants. Et en 2015, ils sont à San Francisco avec les 7 enfants. Et donc dans le marché chinois, une femme qui s'appelle Catherine, qui était la mère de famille, tombe une espèce de restaurant Shintok où elle allait commander de la bouffe. Il y a quelqu'un qui la bouscule, qui se retourne. Elle se retrouve face à face avec Xavier. Xavier la reconnaît, ils se reconnaissent tous les deux. Elle est estomaquée, lui fait demi-tour et part en courant. Voilà. Fin de l'histoire. Et l'histoire est restée dans la famille. Et comment t'étais au courant, toi, du coup? Parce que moi, je connais les gens de la famille qui un jour m'ont appelé suite à l'apparition de mon livre. Et une femme qui m'a dit, écoutez, je suis la cousine donc, de Catherine. J'ai lu votre livre et je suis très gêné. Parce que pour moi, c'est non-dénonciation, quoi. Parce que c'est quand même un fait important. Voilà, moi qui suis quelqu'un de cartésien, je peux pas mettre ma main à couper. Mais je pense que c'est une information très sérieuse. Donc, il serait à San Francisco? Il serait en Californie. D'autant que si Xavier a été reconnu par cette femme, il a dû regarder 3-4 jours après sur Google si une famille française de Nantes a reconnu Xavier à San Francisco. Et comme il s'est strictement rien passé, le mec s'est fait bon, c'est bon quoi. Donc il est resté là. Mais voilà. Cette info, elle est déjà sortie dans les médias? Elle est sortie en Belgique. Et pourquoi elle est sortie seulement en Belgique, cette info, et pas en France? Donc là, j'ai une exclusivité quand même au niveau de la France. Non, c'est pas vraiment une exclue parce que, comment dire, parce que forcément, les vrais journalistes, comme Ondelat, qui est un ami, va te dire Bruno, quelles sont les preuves? Et j'ai pas de preuves à leur donner, puisque la famille veut pas témoigner. Et puis ils savaient qu'en témoignant, ils auraient la presse derrière, tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais. Et comme c'est une famille plutôt carrée, catho, machin, ils ont jamais parlé. Ils reviennent des États-Unis, ils vont au commissariat de police ou à la gendarmerie, et les mecs vont leur dire, vous avez des photos? Vous êtes la 40e personne ce mois-ci qui dit avoir vu Xavier. Maître Tom Michel, même question. Où se cache Xavier? Que les enquêtes d'Aquababe ont permis de déterminer qu'il était à San Francisco, ou en tout cas en Californie. Il n'en sait rien, toi. Personne n'en sait rien, c'est le principe et c'est pour ça que tout le monde en parle finalement. C'est parce que personne n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas forcément d'opinion, mais mon client dit le fruit de son enquête, d'Alibaba et les 40 000 menteurs, même les 400 000 menteurs, ça fait encore. Là c'est pas moi qui l'ai dit. Non, je reprends. C'est de dire, il y a eu une étape à Malte. Après, effectivement, la dernière fois qu'on l'a vu autour dans le sud, et il serait actuellement en Asie, d'après les informations retrouvées par Aquababe, avec des éléments qui sont corroborés par ce qu'il a retrouvé et qui demandent à être, si vous voulez, investigués par la justice. Est-ce qu'il a la prétention de dire vraiment qu'il est sûr ou c'est juste Non, il n'a pas la prétention de dire qu'il est certain. Il a peut-être fait paraître cette prétention parce qu'il y a aussi dans sa démarche une démarche de show. Il se filmait en face. Oui, c'est ça. C'est son métier aussi. Mais c'est aussi grâce à cette partie un peu bordélique, comme tu le penses, que des gens qui ne sont pas intéressés par les dossiers judiciaires ont été intéressés par cette affaire-là. Et ce qu'ils demandent à Aquababe aujourd'hui, et nous ce qu'on demande, c'est surtout pas de dire il est là, on n'en sait rien, il est peut-être mort, c'est votre ami, donc je vous souhaite qu'il soit vivant d'une certaine manière, et même pour la justice, je souhaite qu'il soit vivant, et pour la mémoire de ce qu'il aurait fait, parce qu'il est présumé innocent. Mais nous ce qu'on dit, voilà, il faut que la justice s'inquiète un peu plus des éléments qu'on a trouvés. Globalement, la justice a pris de haut cette démarche, elle n'a pas jugé utile de se rapprocher ni de nous ni d'Aquababe. Tu penses honnêtement
que ça peut statistiquement augmenter les chances de retrouver Xavier. Est-ce qu'on peut dire que c'est d'utilité publique ce qu'a fait Aquababe? Ce serait peut-être aller trop loin, parce que moi je trouve que c'est une idée qui pourrait être intéressante dans une structure qui serait plus cadrée, avec moins peut-être de débordements, moins de show, mais je trouve que c'est une démarche qui existe aux États-Unis. La justice se sert des influenceurs pour... mais dans des dossiers très particuliers, pas dans tous évidemment, où on est perdu, où ils sont à Nanterre dans les cold cases, voilà. On pourrait imaginer, peut-être que quelqu'un d'autre qu'Aquababe, mais une influence positive de ces gens qui ont des millions et des millions d'abonnés et qui pourraient faire des appels à témoins, ce genre de choses. Du coup, ça serait un bon substitut à la justice. Un substitut à la justice, non, parce que Aquababe ou alors les influenceurs, ils sont ni policiers, ni juges, ni écrivains, ni avocats. Mais ce serait un moyen de relancer les dossiers, ou en tout cas d'avoir d'autres informations quand on n'en a plus, ou alors plus d'exploitants. Il n'y a absolument rien d'illégal dans la démarche d'Aquababe qui est un perdu de vue 2.0 à l'heure de 2025. Ce que fait Julien Courbet. Exactement. Du coup, tu penses qu'il a fait connaître l'affaire à la jeune génération? C'est évident. Qui la connaissait peut-être pas forcément. Ces jeunes qui sont la génération Z, qui suivent Aquababe entre autres, ce sont des jeunes qui connaissaient peut-être effectivement l'affaire mais de très longtemps. Vous avez des tweets, vous avez tout un ensemble de choses qui ont été permis grâce à Aquababe. Même toi, Bruno, j'ai vu ton interview qui date d'il y a un certain moment sur France 5, elle a été remise au goût du jour. Tout le monde se sert de ce dossier pour avoir sa part de lumière. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? Comment il a eu l'idée de lancer L'idée, ça vient vraiment d'une plaisanterie. Il est en garde à vue dans le 17e arrondissement parce qu'il a filmé un procès d'une amie pour faire de la pédagogie en disant voilà, si vous insultez de manière antisémite notamment les gens sur internet, vous pouvez être en procès, voilà ce qui peut vous arriver. Ah oui, le procès de Magali Berda. Le procès de Magali Berda, l'audience s'arrête évidemment, on le place en garde à vue, on appelle le jour de son 27e anniversaire, peu importe. Tout le commissariat le connaît, sauf malheureusement celui qui l'auditionne. Et donc j'explique en fait ce que fait Aquababe. Et je dis voilà, ce garçon, on est en train de fouiller son téléphone, je dis ce garçon il est connu pour trouver des photos de stars dans leur intimité. Je dis mais vous savez, il a une telle communauté, il a tellement de gens qui lui envoient des photos que s'il voulait retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, mais il pourrait le retrouver sur le ton de la plaisanterie. Et le soir même, il me dit mais en fait c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais est-ce qu'il gagne de l'argent avec ça? La réponse est non. Soyons très clairs. Pour l'instant, en tout cas, la réponse est non. Mon cabinet lui a demandé que c'était la ligne à ne pas franchir. Il ne doit pas gagner d'argent sur 4 morts et sur un dossier qui est malheureusement terrible. Mais est-ce qu'il a reçu quand même des propositions de mais il a reçu, mais c'est ça qui est terrible. Etc. Il a reçu un nombre de demandes de collaboration de grandes marques, de petites marques. Des noms, non, on ne peut pas citer des noms, mais des grandes marques d'informatique. Parce qu'à un moment, il devait aller à Malte, par exemple, pour faire cette track. Et ben, il y a une grande marque informatique que tout le monde connaît, qui n'est pas Apple, mais l'équivalent, qui a dit mais on te passe les ordinateurs pour montrer à quel point tu utilises l'ordinateur qui est puissant pour la track. Et plutôt 100 000 que 10 000 pour un VPN très célèbre qui a dit mais voilà, tu as retrouvé des éléments d'adresse IP de Xavier Dupont de Ligonnès, dit qu'avec notre VPN, il n'aurait pas pu être découvert. Aucune moralité. Il a eu une offre même de la presse de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les informations exclusives. Il y a des noms pour la presse? Non plus. On revient un peu sur le débat. Tom, ton client, il est convaincu qu'il se cache au Japon. Aucune piste du côté de son processus. Il n'a pas la prétention de dire qu'il est certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu plus de 50 000 mails. Parmi ces 50 000 mails, il y a effectivement des pistes. 40 000 monteurs. Alors, ça fait encore plus. Autre thèse sur sa proximité avec les États-Unis. Mais du coup, il n'a pas pu tous les lire comme il a fait. Non, alors déjà, Aquababe, c'est une équipe. C'est pas, il y a bien sûr la personnification d'Aquababe qui est Anis Zitouni, connu dans les médias, mais il n'est pas tout seul. Donc il y avait une équipe qui triait les mails, et puis c'est aussi le problème de cette affaire-là. Il y a tout le monde qui s'engouffre là-dedans. Et donc quand je dis tout le monde, c'est aussi parfois des complotistes, des gens qui pensent qu'il est protégé par la NASA. C'est l'usine à fantasmes. Exactement, c'est une usine à fantasmes, comme le dit Bruno, mais qui est terrible. Et c'est aussi une radiologie de l'état de santé mentale des Français. Parce que nous, quand on a publié ces éléments-là, quand Aquababe publié ça, il y avait des gens qui le soutenaient parce qu'ils avaient peur, ces gens-là, que Aquababe soit éliminé par l'État français. Vous voyez, c'est vraiment, c'est des bébés. Sa conclusion la plus globale et celle dont il est le plus sûr, sans en être certain, c'est plutôt les pays asiatiques. Et c'est relatif à un certain nombre d'éléments. Il y a une photo, effectivement, qui n'est pas une fin en soi. Je crois qu'on l'a contesté complètement. Moi, j'en sais rien. Cette photo, c'est vous qui le connaissez. Donc, la photo qui a été retrouvée, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que du coup, ça ressemble à ton ami d'enfance, ça? Pas du tout. Non, c'est pas Xavier. Donc, il a juste des lunettes et il a des cheveux courts. Mais il est plus jeune, c'est un mec qui a même pas 50 ans. Il est beaucoup plus carré que Xavier. Xavier est beaucoup plus fin. Et puis c'est pas lui, quoi. L'IA quand même a trouvé un taux de similarité à 85%. L'IA, ils connaissent pas Xavier, tu vois ce que je veux dire. L'IA, ils vont cueillir toutes les photos de 2011, enfin les dernières, quoi. Puis la photo, puis ils vont faire un mélange, voilà. Alors que le logiciel de reconnaissance faciale, celui qui existe pour le FBI, la CIA, la NSA, le tout dernier, ça va être sérieux là, tu vois.
C'est ça que devrait avoir notre copain Alibaba. Bien sûr, mais le problème c'est que quand même, il n'a même pas les moyens de la justice. Et puis imagine que si on arrive à décrocher ce logiciel de reconnaissance faciale, moi je pars du principe que Xavier, ce qu'il aimait quand il avait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, la musique country, les voitures américaines, on dit à ce logiciel facial de balayer sur la Californie tous les festivals de country, tous les exhibitions de classic car, tu vois, Las Vegas, tout ça. Donc ça va faire un paquet de photos. Je pense que s'ils font une sélection, je sais pas, je te dis 3000, 4000 photos, là je pourrais le reconnaître. Donc il faut faire les choses sérieusement. Est-ce que vous avez reçu une mise en demeure pour atteinte à la vie privée? Eh ben, écoutez, par rapport au fait que la photo pourrait être quelqu'un d'autre, enfin, ça a quand même fait le tour du monde, c'était en top tweet pendant bien sûr. C'était le plus gros sujet mondial, en tout cas sur X, Twitter, pendant quelques jours. Nous, on avait avec mon équipe demandé à collègues de ne pas publier de photos, que ce soit celle-ci ou d'autres, pour effectivement les questions d'atteinte à la vie privée. Ouais. Il y a eu une pression médiatique, une pression des gens, de ces chippies, comme il dit, monte la photo. Mais, il publie cette photo. Mais le mec, il peut porter plainte, le mec, sur la photo. Mais effectivement, une atteinte à la vie privée. Ouais. Pour l'instant, à ce stade, mon cabinet n'a reçu absolument aucune plainte, aucune mise en demeure, aucune citation. Et surtout, moi, ce qui me frappe là-dedans, une fois, je ne dis pas que c'est ce monsieur, je n'en sais rien, et à Kobe non plus. Mais je pensais sincèrement recevoir une mise en demeure ou alors une réaction un peu plus rapide, ou surtout quelqu'un qui irait dans les médias, ou alors via son avocat et dire c'est moi. C'est peut-être un pédophile et il veut rester discret, quoi. On va retrouver un pédophile et c'est formidable. Alors là, franchement, une pierre de coups, tout à fait. Le mec, il veut pas que les flics fouillent son historique. C'est une possibilité. Mais c'est vrai que c'est troublant quand même que tu n'aies reçu aucune mise en demeure. Ça m'étonne. Comment vous avez cette photo? On sait qui a partagé. Oui, c'est une source anonyme, bien sûr, qui travaille dans les milieux policiers. Dans les milieux policiers. Bruno a envoyé une photo, du coup un VSD spécial, du coup qui a vieilli des photos de Xavier Dupont de Ligonnès. On voit qu'il ressemblerait plus à ça, donc on voit que ça n'a rien à voir effectivement avec la photo de l'homme du Japon. Donc ça pour toi, ça serait assez ressemblant de ce que pourrait ressembler. Moi je pense plus celui-là avec la barbe chauve. Mesdames et messieurs, si jamais vous croisez un homme qui ressemble à ça, n'hésitez pas à le signaler, c'est peut-être Xavier Dupont de Ligonnès. Tout le monde se réfère aux photos de 2011. Il avait 50 ans. Depuis, il a changé. Est-ce qu'il a la barbe? Est-ce qu'il a les cheveux longs? Est-ce qu'il a des lunettes? Voilà. Non, je pense pas. Un Versaillais, je parle en connaissance de cause, ne fera jamais de chirurgie esthétique. C'est un peu monsieur tout le monde. Il a un physique qui est tellement commun, entre guillemets. Dès qu'on voit un brun avec une barbe et des lunettes, c'est Xavier Ligonnès, tu vois. Moi, je reçois plein de photos sur Instagram. Xavier ressemble à Gérard Jugnot. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Quel signe distinctif il a, toi qui connais bien Xavier? Tu dis tu pourrais le reconnaître entre mille. Comment tu pourrais le reconnaître entre mille? Il y avait 7 dents qu'il a, je pense qu'il l'a pas changé, qui lui manquait. D'accord. Non, mais c'est tout, c'est la taille. Est-ce qu'il a un grain de beauté particulier? Non. Particulier? Non, mais enfin, c'est très difficile à dire. Moi, je le reconnaîtrais, ses oreilles, surtout son sourire. Après, et puis, si tant est qu'il soit vivant, ce serait quand même tentant de se dire qu'il a procédé à certaines modifications, pas forcément de chirurgie esthétique. Non. Se couper les sourcils. Raser le crâne, oui. Peut-être. Porter une casquette, porter des lunettes, mais même moi avec ça, je le reconnaîtrais. Mais chirurgie esthétique, non. Tu vois, c'est pas du tout dans sa culture. Non, quoi. Mais il reste trop gros. Enfin, tu dis quoi? Il reste pas sa culture. Ça a quand même été médiatisé dans le monde entier, cette affaire. Je t'assure que non, moi. Moi, j'ai des copains qui vivent à Los Angeles, à San Francisco. Ils connaissent l'affaire parce qu'ils sont français, mais basta, quoi. Franchement, vous sortez de la France, vous faites 20 km hors de la France, au Royaume-Uni, personne ne connaît cette histoire. Donc c'est en ça que plus on a de monde qui est susceptible d'avoir une photo, alors qu'il faudrait actualiser évidemment, plus c'est intéressant. Mais clairement, il n'est pas recherché dans le monde entier, ce monsieur. Ça fait 15 ans, 14-15 ans, il y a plus beaucoup de monde qui le cherche, même au sein même de la police. On va revenir un peu sur le débat. Sur ces 50 000 mails, du coup, il y a eu cette photo assez troublante au Japon. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme potentielle preuve? Il y a eu toute une histoire autour effectivement de Malte et d'un ami qui n'avait pas été interrogé par la police, qui serait pilote d'avion, qui aurait pu le conduire vers Malte. Donc il y a ça. C'est un fichier zip dont tout le monde a parlé effectivement, qui a été retrouvé par Aquababe, surtout les followers, les abonnés d'Aquababe, avec des éléments qui paraissaient nouveaux. J'ai une question pour toi Bruno, du coup, cet ami là qui est aviateur et qui aurait aidé... justement, c'est ça ma question, ça avait peut-être un potentiel aviateur. J'y crois pas une seconde. Une île, c'est terrible parce qu'une île, t'es coincé. Tu peux pas sortir, tu vois. Alors que la Californie, t'as le Mexique, t'as tout, quoi. Oui, mais après, moi, si je peux me permettre, je pense que les États-Unis, ça serait l'un des derniers pays dans lequel j'irais si jamais j'étais en fuite et que j'avais. Il est difficile d'y entrer. C'est super difficile d'y entrer. Oui, moi, j'ai plein d'amis. En 2011. Non, mais moi, j'ai plein d'amis qui rêvent d'avoir la green card, ils ont des bons arguments pour et ils y arrivent pas. Parce que tu parles d'un réseau officiel. Alors que lui, il est recherché par la terre entière. Il a 17 jours d'avance. Donc, s'il passe par le Canada,
s'il a même un faux passeport, il passe aux États-Unis ou par la forêt. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. À l'époque, je sais plus qui est le président, si c'est Obama, il n'y a aucun souci. Ça, tous les mecs des douanes te le diront. Il y a le temps d'aller à Hambourg, de prendre un cargo, d'arriver au Canada et passer aux États-Unis. Hein. Niquer la police, quoi. On peut dire ça comme ça. Et puis, la vraie question, est-ce que la secte Philadelphia l'a aidé pour sa fuite? Ouais. Parce que c'est des vieux de la vieille, hein. C'est des vieux cathos qui ont de l'argent, qui sont un peu partout. Donc je fais pas la théorie du complot, mais la grande question c'est qu'est-ce qu'il y a de neuf réellement? Alors, tu vois, on a des photos qui lui ressemblent pas, oui. On a des mails, on sait pas ce que c'est, on a le témoignage d'un pilote, à mon avis il doit être bourré. La question c'est pas qu'est-ce qu'il y a de neuf, c'est comment avoir du neuf. Parce que en fait, c'est vrai, à mon avis, c'est même pas mon avis, c'est on ne fait plus rien dans ce dossier, sauf toi, des gens comme toi, qui sont intimement touchés par cette question. Et donc, comment avoir du neuf? C'était une des possibilités. Je dis pas que c'est la seule, je dis pas qu'elle est merveilleuse, je dis pas qu'elle est parfaite, bien au contraire. Il y a eu des dérives, mais c'est une des possibilités. Moi, à la limite, l'intention de la chasse à l'homme est pas mauvaise, puisque ce qui compte c'est la justice. C'est la méthode qui est foireuse. Je suis pas contre la chasse à l'homme. Hein. Les Américains, ils ont fait 2 grosses émissions qui sont formidables. L'émission The Most Wanted. Mais c'est des vrais documents, si tu veux. C'est-à-dire qu'on annonce les faits, on rappelle tous les grands éléments et on fournit des photos. Parce que le problème, c'est que tous les 40 000, les 400 000 menteurs, c'est que eux, ils s'en réfèrent. Donc personne ne connaît Xavier. Enfin, je veux dire. Et moi, c'est ça que je conseille à Alibaba, de faire une vraie enquête. C'est-à-dire ce que ne fait pas la justice française, mais avec des vrais éléments. C'est la fameuse émission The Most Wanted fugitif là. Et puis donc on publie la photo de Janice Vinny, ce qu'on devrait faire avec Liganès, vraiment avec barbu, pas barbu, chaud avec des lunettes. Et là, il avait changé d'état, Janice, tu vois. Et 17 ans après, il y a une femme qui voit l'émission qui fait mais on dirait le voisin. Moi, je suis en collaboration avec Romain Puertelas, tu sais, qui a écrit Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès, d'ailleurs qui a fait un travail extraordinaire. Il a retrouvé l'ex-petite amie de Xavier au Texas qui s'appelait Mindy. Donc 30 ans après, et elle avait un ranch alpine. Tu vois, et Xavier est allé en vacances plusieurs fois et il m'avait dit ouais, si un jour je dois changer de vie, j'irai à Alpine au Texas. Donc on a bombardé le shérif d'Alpine qui connaît rien, l'américain moyen. What is Xavier? I don't know him. What is it? Le type comprenait rien. Il dit mais est-ce que on lui a envoyé des photos de Mindy? Who is Mindy? Je dis bah Mindy, elle avait un ranch alpine. Est-ce que vous la connaissez? Le mec vraiment là. Et Romain, il a retrouvé toute la piste de Mindy. C'est-à-dire il l'a retrouvée sur Facebook. Je sais pas comment il a fait. Et elle est mariée, elle a des enfants. Elle se souvient très bien de Xavier. Elle a dit non, je l'ai pas vu depuis 30 ans quoi. Oui, donc la piste de Mindy a été... Donc tu vois, on peut faire un travail réel et refermer des pistes. À propos de ça, j'ai une question. Apparemment, Xavier, je ne sais plus si c'est toi qui l'excuse dans ton livre L'ami impossible, mais Xavier serait allé aux États-Unis avec sa famille, parce qu'il avait déjà pour projet de déménager avec sa famille. Et apparemment, au même moment où il était aux États-Unis, une affaire du même style aurait éclaté aux États-Unis. Donc un père qui tue toute sa famille. Et apparemment, Xavier se serait fasciné pour cette affaire. Est-ce que d'après toi, c'est possible qu'il se serait inspiré de cette affaire ou pas? C'est ce qu'on appelle un copycat. C'est-à-dire que John Lee, c'est un type comme Xavier qui a tué toute sa famille. Et alors Xavier, à ce moment-là, il parcourt les États-Unis avec Michel Rétif, son copain qui entre-temps s'est suicidé. Donc, est-ce qu'il entend cette histoire? Mais je pense qu'à l'époque, il n'y pense pas. Mais quand 10 ans, 15 ans après, quand il est au bout du rouleau, il va se poser la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je vais quitter ma famille? Ça, il peut pas le faire, parce que c'est ce que son père avait fait. Donc, il se dit, si je quitte pas ma famille, c'est ma famille qui va me quitter. Et il va mettre en place, parce que c'est réfléchi quand même, hein, parce qu'il pensait que les corps, on les retrouverait jamais sous la terrasse. Ah, il pensait vraiment ça, bien sûr. Si t'es pas trompé dans la formule de ciment, parce que quand les flics, ils arrivent le dernier jour et qu'ils fouillent le jardin et qu'ils tombent sous la terrasse et qu'ils grattent un peu la terre parce qu'ils voient, il y a les assiettes des chiens qui sont, tout est dégueulasse, sauf les assiettes des chiens qui sont toutes neuves, toutes propres, qui sont planquées sous un volet. Donc la flic, elle se dit, attends, c'est pas normal ça. Et elle commence à gratter le sable, elle gratte et là, elle trouve du ciment qui est frais. Donc tu connais les flics, hein, et là ils vont trouver les corps. Mais Xavier, il pensait qu'on ne les trouverait jamais. Donc en fait, son erreur, ça a été de laisser les gamelles des chiens, quoi. Voilà, et surtout, enfin c'est pas ça, c'est plein de choses. C'est la lettre aussi, coucou tout le monde, où il dit qu'on était exfiltré par la brigade des stupes américaine. C'est n'importe quoi. C'est quelqu'un de manipulateur ou pas? Bah, si tu veux, quand tu vois tout son parcours sur les 10 dernières années de sa vie, quand il pique de l'argent à son père, à sa maîtresse, c'est quelqu'un qui va écrire dans son dernier mail, ils ne me retrouveront jamais. Toi, comment tu imagines sa nouvelle vie, nouvelle famille, nouveau barbecue, nouvelle terrasse sur laquelle on peut potentiellement enterrer des corps? Il faut jamais sous-estimer le potentiel de Xavier. Pour se travestir, enfin se changer, pour manipuler,
Et puis pour séduire, parce que c'est quand même un mec intelligent. Il peut donner des cours de maths, il peut donner des cours de français. Et si Xavier est aux États-Unis, peut-être qu'il a suivi une famille. Moi, je ne sais pas pourquoi je le vois avec une famille plutôt asiatique. Et il refait sa vie. Et sans dire la vérité. Ou si un jour, sa nouvelle femme, il lui dit, mais Xavier. Du coup, ça a quand même fait le tour du monde. Voilà. Comment il pourrait se justifier ça auprès de sa nouvelle famille? Il peut dire, ma famille a été tuée dans une voiture. Ah oui, c'est capable de ça. J'étais mort de chagrin et donc j'ai voulu fuir. Ou si jamais cette famille encore plus maligne dit mais tu ressembles beaucoup à un Français nanani nanana dont la famille a été retrouvée sous une terrasse, il peut dire oui, ma famille a été tuée par les services secrets et si je me livre, je serai tué à mon tour. Tu vois, il a un gros potentiel de survie. Non, la seule question, elle est morale. C'est-à-dire comment il fait le soir quand il se brosse les dents ou quand il se rase pour pas penser à ses enfants qu'il aimait. C'est ça la vraie question. Voilà. Et toi, du coup, comment t'as réagi quand t'as appris le drame? Enfin, j'imagine que si c'était ton ami, c'est que tu pensais qu'il avait quand même un bon fond. Du coup, ça reste ton ami malgré tout. Et comment t'as réagi à ça? Donc voilà, au départ, j'y ai pas cru. Au départ, quand j'ai eu les infos de Nantes, je pouvais pas imaginer Xavier tueur. Il reste mon ami parce que c'est ma culture. Quand tu aimes quelqu'un d'amour ou d'amitié, tu le laisses pas tomber. Ah oui, t'es très loyal en amitié, toi. Oui. Tu pourrais faire un bon sujet pour le bac de philo d'ailleurs. Oui. Faut-il rester ami avec lui? Mon meilleur ami a tué toute sa famille, est-ce que je dois lui rester fidèle par amitié? La question, ce serait quand vous aimez quelqu'un d'amour ou d'amitié, est-ce que vous fixez une limite? Parce que 80% des proches de Xavier ont tourné le dos. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent tous qu'il s'est suicidé. Pourquoi? Allez, on n'en parle plus, on met la poussière sous le tapis. Et la justice, on s'en fout. Agnès et les 4 enfants, on s'en fout. Xavier, on s'en fout. Il est mort. Tu vois, et moi, je ne peux pas supporter ça. Ça reste ton ami malgré tout, quoi. Ça reste mon ami impossible parce que je veux comprendre. Ouais. Je veux la justice et je veux me retrouver face à face avec Xavier et qu'il m'explique pourquoi c'était la meilleure des solutions. Moi, je ferai tout pour retrouver Xavier, pour le ramener en France, pour qu'il avoue ses crimes. Et la deuxième chose, s'il est en prison, c'est d'aller le voir et d'essayer de comprendre mon copain. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur le juge. Dans l'année impossible, tu expliques qu'il a fait un reset. Donc une sorte de reboot total au final. Est-ce que humainement tu l'imagines capable de ça? Il y a peu de gens qui peuvent comprendre ce que c'est qu'un reset mental. Alors je pense que dans le reset, il y a toute l'influence apocalyptique, métaphysique, mystique de la mère qu'il a élevé pendant des années comme l'élu. C'est-à-dire le tout-puissant. Xavier, tu vas changer le monde. Et en 95, c'est ce que je raconte dans mon livre, tout s'écroule. C'est pas anodin, quoi. Donc la toute-puissance dans laquelle il a été élevé fait que je pense que ça a servi dans le mobile des meurtres. Et Zaguri, qui est un grand psy, qui a vu tous les serial killers, Guy Georges Fourniret, pense la même chose. Ça a été le déclencheur. En se disant, finalement, j'ai donné la vie à mes enfants, on va se retrouver au paradis, la vie, la mort, tout ça n'est pas très grave, nous sommes des poussières sur la terre. Comme une sorte de divinité finalement. Voilà, exactement. Et donc Agnès et les 4 enfants... je vais les supprimer dans la nuit. D'ailleurs, ils les enterrent avec des croix, des petites vierges. Dans les règles de l'art. Ils les tuent dans leur sommeil, quoi, tu vois. À ton avis, comment Xavier réagirait-il s'il te voyait spéculer sur sa fuite, écrire des romans, etc. Est-ce qu'il trouverait ça bien ou est-ce qu'au contraire... Comme il a suivi tout mon parcours, quand j'ai eu mon accident de bagnole, qu'il est venu me voir à l'hôpital, rien ne l'étonne, si tu veux, de mes agissements. Il sait que c'est mon métier. Et que je pense aussi que dans toute la presse, dans tous les livres qui sont sortis sur Xavier, moi, le portrait que j'en fais dans La Mienne Possible, c'est un livre très fort. Parce qu'on ne devient pas assassin à 50 ans de sa famille. Il y a tout un passif. On a une adolescence à 16 ans comme des gamins normaux, tu vois, faire la fête, aller dans les rallyes, à draguer les filles. Donc, je donne un portrait très humain. Non, mais c'est ça. Oui. Xavier et Ligonnès, pour ça que cela fascine, c'est notre humanité. C'est notre miroir, notre dark, tu vois, c'est notre darknet. Tu vois, c'est la face sombre. Il y a pourquoi quelqu'un tout d'un coup franchit la frontière et devient tueur de sa propre famille. Ça interroge aussi la société. C'est sûr. Et puis surtout, quand tu parles avec les flics, ce qu'on appelle les crimes altruistes, c'est-à-dire tuer les gens qu'on aime le plus au monde, c'est 150-200 cas par an. C'est le pauvre paysan qui va tuer sa famille parce qu'il ne peut plus payer. Il va se prendre après. Tu vois, donc c'est pour ça que ça n'intéresse pas la police plus que ça. Non, je veux pour toi. C'est pas un tueur, non. Quand tu parles avec les gendarmes, ils te disent un mec. Donc tu penses qu'il recommencera jamais? Jamais. Dernière question. Si jamais Xavier nous regarde depuis sa planque, donc depuis le Japon, depuis Malte, depuis la Californie, ou même depuis mon cul, sait-on jamais, quel message vous voudriez lui faire passer à Xavier? Bruno, à toi l'honneur. Xavier, sois un homme, rends-toi à la justice, assume tes crimes. C'est tout. Je serai toujours ton ami, même pour aller te voir en prison. Une loyauté à toute épreuve. Je suis admirative. Ayez tous un ami comme Bruno, franchement, je pense que ça vaut le coup. Bon, Tom, à toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à Xavier s'il nous regarde? Si jamais vous êtes vivant, monsieur Xavier Dupont de Ligonnès,
accepteriez-vous que je devienne votre avocat? Ah, ça c'est beau ça. Voilà. Très professionnel. On pourrait envisager avec Tom et Aquabay peut-être un rendez-vous à 3. Non, c'est vrai. Oui. Pour réfléchir ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Ah bah voilà. Pour être efficace. Moi je voulais du clash au final. Non, mais Un terrain de. on est qu'amour. Non, il faut être ouvert. Attention, je vais vous faire signer un traité, hein. Ça continue comme ça. Un traité fait. Ouvert parce que la finalité c'est la justice quand même. C'est ça. Voilà, exclusivité pour vous. L'ancien meilleur ami de Xavier Dupont-Ligonnès va collaborer avec Aquababe pour tenter de retrouver Xavier. Vas-y. Bon, maintenant on va passer à la minute clash, ou plutôt la minute love, parce que bon, disons que ce n'est pas prendre une tournure plus ou moins Inattendu. Inattendue, exactement. Vous avez quand même deux points de vue différents. Aquababe pense qu'il se cache en Asie. Toi, Bruno, t'es presque persuadé qu'il se cache en Californie. Vous prétendez tous les deux avoir raison. Or, vous pouvez pas tous les deux avoir raison. Alors maintenant, vous avez 1 minute chrono chacun pour argumenter calmement ou non et dire pourquoi l'autre se plante. Donc, je vais lancer un chrono. Bruno, à toi l'honneur. Et c'est parti. Le seul petit avantage que j'ai par rapport à Tom et Alibaba, c'est que j'ai connu Xavier et j'ai connu Xavier pendant des années. Donc je sais que Malte, c'est pas possible, une île, t'es prisonnier. Il faut pas oublier la théorie des 3 frontières. Toujours être près d'un pays où tu peux passer, prendre un avion, aller à Cuba, au Mexique ou à Hawaï. Bref. Et donc la Thaïlande, j'y crois pas non plus. Parce que tu as beaucoup de pédophiles là-bas, tu as beaucoup de Français, tu as énormément de Français en Thaïlande. Les États-Unis, pourquoi? Parce que les États-Unis est immense et qu'il y est allé 30 fois, donc il connaît ça par cœur. Et donc pour moi, c'était sur les 17 jours d'avance qu'il a sur les flics en disparaissant en 2011, il avait largement le temps de passer par le Canada, de se faire aider et de franchir la frontière et de se retrouver aux États-Unis. Avec un faux passeport. Donc pourquoi Tom se plante? Non, parce qu'il connaît pas l'affaire, il connaît pas Xavier, il a pas lu les livres, que c'est juste une usine à fantasmes. Voilà, c'est juste une chasse à l'homme qui a été créée de façon un peu artificielle et que 90% des gens qui voient Xavier partout et nulle part. Et ça fait 1 minute, stop. Bravo. Bon, bah, Tom, à toi de jouer, tu as 1 minute pour dire pourquoi tu penses que Bruno se plante. Allez. Madame la présidente de Choc Bar, pourquoi Bruno a tort? Je pense que les États-Unis sont parmi les pays les plus durs pour rentrer, malgré ce que dit Bruno. Et ça me semble, si vous voulez, contre-intuitif d'aller aux États-Unis, alors que les polices, je veux dire, les plus modernes aux États-Unis pourraient vous retrouver. Deuxièmement, en fait, comme la thèse de Bruno, elle est affective, en fait, il devrait se dire, ce Xavier Dupont-Ligonnès, mais en fait, mes amis, ceux qui me connaissent, ils vont savoir que je vais partir aux États-Unis. Donc l'endroit où je dois surtout pas aller, c'est les États-unis, parce que après la France, on va aller me chercher aux États-Unis. Troisième argument, une nouvelle fois, je ne détiens pas la vérité, Bruno non plus, donc c'est peut-être, je vais peut-être paraître stupide dans quelques semaines quand ils vont retrouver aux États-Unis, ce que je souhaite. En fait, aux États-Unis, c'est quand même un pays qui est assez francophone. Si vous voulez, contrairement à l'Asie, alors il y a bien sûr des Français en Thaïlande, mais si vous voulez, les États-Unis et notamment la région de la Californie, il y a plein de Français. Autant l'affaire n'est pas suivie dans le monde entier, autant les Français, tout le monde a une vision de Xavier Dupont-Ligonnès. Stop, bravo. Bravo à tous les deux pour vos magnifiques punchlines et pour avoir joué le jeu. Et quel jeu, c'était vraiment sensationnel. Dites-nous vous en commentaire qui a remporté le débat. Est-ce que vous êtes plus Team Bruno ou Team Tom? Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Le tout premier épisode de Choc Bar touche désormais à sa fin. Donc j'espère que le pari est tenu, que vous vous coucherez moins tocard qu'hier soir. Et surtout que vous avez kiffé, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à me donner des idées face à face, improbables et what the fuck, enfin de débats que vous aimeriez voir sur la chaîne. Tous les liens utiles sont en bio. N'hésitez pas à vous abonner du coup au compte sur nos réseaux sociaux et à rester connectés, car sans vouloir spoiler, du très lourd arrive très bientôt. Voilà, c'était Charlotte Florentin pour Choc Bar avec Maître Tom Michel et Bruno de Savenrat. Et on vous fait de gros bisous. Surtout, gardez l'esprit ouvert, la langue bien pendue, cueillez le jour, cueillez la nuit, cueillez tout ce que vous voulez, kiffez votre vie et on se retrouve à très bientôt. Merci, au revoir.